La confusion autour du départ d'Aristide. Les partisans d'Aristide mettent en cause les États-Unis. Bonsoir, bienvenue à Grand Reportage. Les Haïtiens vont choisir bientôt un nouveau Parlement qui devra tenter de gouverner ce pays dévasté par le chaos. Plusieurs fois reportées, ce seront les premières élections générales depuis le départ de l'ex-président Aristide en février 2004. On se souviendra de ce soir du 29 février 2004 où Jean-Bertrand Aristide avait quitté Haïti à bord d'un avion américain dans la confusion totale. Le document de ce soir tente de retracer cette histoire complexe qui met aux prises l'élite haïtienne, des milices rebelles, Washington, Paris et bien sûr l'ex-président lui-même. Aux premières lueurs de l'aube du 29 février 2004, Haïti ne sait pas encore qu'un dénouement surprenant va mettre fin à la rébellion armée qui frappe aux portes de la capitale, Port-au-Prince. Jean-Bertrand Aristide, son charismatique président, quitte soudainement le pays dans des conditions encore obscures. Il décolle à bord d'un avion militaire américain pour une destination inconnue, avant d'être littéralement déposé en République centrafricaine. Très vite, ses principaux partisans sont arrêtés. Plus d'1 an après, les interrogations sur la chute d'un homme parti de rien et parvenu au sommet du pouvoir demeurent. Je suis toujours l'unique président élu d'Haïti. Le peuple a voté pour élire un président. Beaucoup ont malheureusement été tués pour avoir défendu un président élu. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un chef d'État élu, démocratiquement élu d'un pays souverain, est kidnappé par les forces spéciales d'un autre État souverain. Le président Aristide m'a dit qu'il avait été forcé de quitter sa maison, qu'il avait été en quelque sorte kidnappé. Ils lui ont dit que s'il ne partait pas, il serait tué et que beaucoup d'autres Haïtiens mourraient. Comment expliquer qu'un président élu à une large majorité ait perdu le soutien de la communauté internationale? Les partisans d'Aristide mettent en cause les États-Unis. Ce sont les idées d'extrême droite qui contrôlent actuellement le gouvernement des États-Unis et qui s'opposent aux démocraties populaires. D'autres voix rejettent la responsabilité sur Jean-Bertrand Aristide lui-même. Il ne fait aucun doute que les choses allaient s'effondrer en Haïti. Les racines immédiates de la crise font partie de la tragédie de Jean-Bertrand Aristide. Cet homme a failli à son devoir. Le président Aristide n'a pas seulement commis des erreurs, il a consciemment mal gouverné. Il en a finalement payé le prix parce qu'il ne parvenait plus à contrôler la violence qu'il avait instiguée dans le pays pendant une décennie. Alors, ange ou démon? L'exil d'Aristide n'a pas mis fin au débat passionné autour de ce personnage complexe et controversé. C'est dans sa petite et riche paroisse de Jacmel que nous avons retrouvé le père Guy Poulard. Il reste un observateur averti de la rapide montée du jeune Titide, comme certains de ses fidèles aimaient l'appeler. Après plus de 20 ans de dictature et du valériste, la population haïtienne aspirait à autre chose. Moi, je sentais en lui un homme qui était animé pas seulement de bonne volonté, mais qui était pris, on dirait, par les problèmes de son peuple. En Haïti, la pauvreté règne partout. Les besoins sont immenses et Aristide a été le premier à dire tout haut ce que beaucoup n'osaient pas revendiquer. Il trouve la plupart de son inspiration en écoutant les paroissiens très pauvres, les gens vivant dans des bidonvilles, les enfants domestiques, les mères de famille sans emploi stable. C'est au cœur même de son sacerdoce. Dans les années 80, les prêches d'Aristide attirent des foules de paroissiens. Le jeune prêtre dénonce la tutelle économique dont souffre le pays, tout en flattant les sentiments patriotiques des Haïtiens.
qu'il commence à ne pas avoir pitié de nous, mais à reconnaître le droit que nous avons, droit de récupérer un peu de ce qu'ils ont volé. À cause de ces réprimandes aux grandes puissances, le petit père des pauvres attire les regards de la communauté internationale. John Chattook, ancien assistant du secrétaire d'État pour les droits de l'homme dans l'administration Clinton, a été parmi les premiers à comprendre le succès d'Aristide. Aristide représentait un mouvement de réforme populaire et je pense qu'il essayait sincèrement pour la première fois de l'histoire, ou du moins de l'histoire contemporaine, d'être la voix de ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, d'être la voix d'un peuple qui malheureusement n'avait aucune forme de soutien, constamment victime d'une élite corrompue et d'un régime militaire. Le père Aristide et d'autres personnes telles que lui sont le produit des années Duvalier. Les Duvalier ont été au pouvoir pendant 30 ans ou plus et ont créé une société qui était totalement immorale. Pendant plus de 30 ans, François Duvalier a dirigé Haïti dans le pur style d'une république bananière. Une dictature implacable qui ne laissait que des miettes au peuple. Utilisant une milice impitoyable, les sinistres Tonton Macoute, les Duvalier ont détourné à leurs fins personnelles des sommes pharaoniques et ont commis de nombreuses violations des droits de l'homme. Lorsqu'un soulèvement populaire contraint le fils Jean-Claude à quitter le pouvoir en 1986, il trouve refuge en France, laissant derrière lui une nation ravagée par le chaos et la misère. Le départ de Jean-Claude Duvalier laisse un vide tant au niveau du pouvoir que de la sécurité régnant dans le pays. Pendant près de 3 ans, les anciens Tonton Macoute et les loyalistes de l'armée s'affrontent pour obtenir le contrôle d'Haïti, causant de nombreuses victimes. En 1990, la communauté internationale décide de mettre fin à ces troubles en envoyant une mission de l'ONU pour superviser les futures élections. Refusant de se laisser intimider par plusieurs tentatives d'assassinat et l'incendie de sa paroisse, le père Aristide décide de se porter candidat au présidentiel. Le prêtre défroqué s'invite en candidat surprise à une élection qui s'annonce confuse. Il baptise son mouvement Lavalas, l'avalanche du peuple en créole. Aujourd'hui, le président Aristide vit en exil en Afrique du Sud. Quand nous l'avons rencontré, il nous a décrit son programme. Nous avons dit que la solution n'était pas de provoquer une sorte de guerre où les riches combattraient les pauvres et les pauvres les riches, mais un endroit où riches et pauvres pourraient travailler ensemble. Il disait simplement aux classes privilégiées de donner un peu plus aux pauvres. Selon lui, il fallait passer de la misère abjecte à une pauvreté dans la dignité. C'était son programme. Depuis sa paroisse, Aristide dérange l'élite bourgeoise, mais en candidat président, il devient carrément dangereux. En prônant la lutte, une sorte de lutte des classes, là, il a tout cassé, et je crois. Il fallait évidemment prôner le partage, parce qu'il faut le reconnaître, en Haïti, notre élite n'a pas travaillé suffisamment à la promotion des masses. À New York, nous avons rencontré l'un des plus proches et fidèles amis d'Aristide, l'acteur américain Danny Glover. To raise the minimum wage just slightly, which was Le président Aristide essayait d'augmenter légèrement le salaire minimum, d'apporter des services médicaux sur l'île qui disposent de services inadéquats, alors que c'est l'un des pays de la région les plus touchés par le HIV et le sida. C'est la moindre des choses à faire pour les gens si vous les considérez comme des êtres humains. À l'époque, les États-Unis avaient déjà investi des millions de dollars pour soutenir la campagne de Marc Bazin, un ancien de la Banque mondiale plus conforme aux intérêts américains.
Mais cela ne suffira pas à empêcher le triomphe de Jean-Bertrand Aristide. Le 16 décembre 1990, il devient le premier président démocratiquement élu avec 67% des voix. Pour le peuple, l'espoir est devenu réalité. Et les riches commencent à trembler. Les États-Unis ont choisi leur candidat, Marc Bazin, pour se présenter au présidentiel. Voilà qu'apparaît un petit gars maigrichon qui parle des droits des ouvriers et de l'éducation du peuple haïtien. Et parce qu'il était capable de rallier la population à lui, Aristide a remporté les élections après seulement 3 mois de campagne, malgré un grand nombre de candidats. Ceux qui faisaient le travail de sape étaient des supporters de longue date de l'ancien régime haïtien, particulièrement de l'ancien régime militaire, mais aussi de certains membres de l'élite. Ils avaient également du soutien auprès du Congrès américain. Aristide représentait une menace pour eux parce qu'il était la voix des 85% des gens du pays que personne n'avait jamais écouté. Si une telle chose pouvait se passer en Haïti, elle pourrait également se passer en Colombie, elle s'est passée au Venezuela et elle pourrait se passer au Pérou et ainsi de suite. Et les États-Unis ne veulent pas de ce genre de démocratie populaire qui vont aller à l'encontre des intérêts économiques américains. En 1990, lorsque je suis devenu président, Haïti a connu ses premières élections démocratiques, libres et justes. 7 mois plus tard, un coup d'État s'est produit. En ce temps-là, Bush père était le président des États-Unis. Ses adversaires accusent le parti Lavalas d'avoir volé 8 sièges au Sénat. Cela tombe mal pour Aristide. Le coup d'État de 91 a été mené par l'armée haïtienne, dont certains cadres étaient formés par la CIA et à l'école d'infanterie de Fort Benning aux États-Unis. En 1994, le président Clinton remet Aristide à son poste. Un Aristide profondément changé selon certains de ses proches et auquel il ne restait plus qu'1 an avant la fin de son mandat légitime. Comme la Constitution lui interdit de briguer un 2e mandat consécutif, c'est un de ses proches, René Préval, qui remporte les élections suivantes. Haïti vit enfin une transition pacifique. Mais en l'an 2000, Aristide revient en force et remporte les élections haut la main dans un contexte confus. En 2004, il va être renversé pour la 2e fois. En 2004, un kidnapping a eu lieu. Ils m'ont enlevé. Cela s'appelle également un coup d'État. Et Bush, fils, est le président. Certains éléments peuvent être associés d'une certaine manière afin de comprendre pourquoi cela s'est passé 2 fois. Je pense qu'ils ont voulu continuer ce qu'ils avaient commencé en 91 avec le premier coup d'État. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. The Constitution of Haiti is working. Une fois de plus, le monde regarde Haïti sombrer dans la violence et le chaos. Mais cette fois, les circonstances entourant le départ du président Aristide demeurent controversées. Being straight automatic gunfire, former military riding around in pickup trucks who apparently are not considered that the United States has put in place in Haiti tonight. Dans quelles conditions le président Aristide a-t-il quitté Haïti le matin du 29 février? On sait qu'il est parti dans un avion militaire américain et qu'il ne connaissait pas sa destination finale. Après plus de 20 heures de vol, l'avion a atterri en République centrafricaine, un pays avec lequel les États-Unis n'entretiennent